Bon, je vous rassure, c'est bel et bien en direct. Hein. Il est 12h23 à ma montre. Nous sommes le 8 juillet 2020. Donc je vous prie de partager. C'est la deuxième partie du direct de ce matin de « Ils ont volé nos richesses ». Voilà. Donc on y revient. On va y revenir. Donc je vous laisse partager. Dès qu'on a un petit nombre, je suis à vous. Donc, bonjour Samuel Niamsi, comment vas-tu? Ah là là, donc, on regarde. Qui sont les plus gros chialeurs de France là? Donc, on va mettre Congo. On va même rajouter, tiens, on va mettre le Gabon. On va mettre le Congo, le Gabon. Ensuite, il y a quel autre pays? L'Angola. On va mettre tout ça, voilà. Bien. Donc, si je regarde la courbe, on est là. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est la production de la Norvège. C'est-à-dire, en fait, que... Bonjour, partagez, mes chers amis. Ça, c'est les États-Unis. Et là, c'est le Mexique. C'est du Canada. Le Royaume-Uni. D'accord. Voilà. Donc... Bonjour Samuel Lopez, dis donc, il n'y a que des Samuel là en premier. Il n'y a que des Samuel là en premier. Donc, production de pétrole brut, tonnes d'équivalent pétrole, ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, si je regarde ce qui se passe aujourd'hui... Voilà. Donc, on va s'amuser ici. On est en 2017. 2017, voilà. Bonjour Khalifa Junior. Bon, je vais sortir. Parce qu'il faut que ça saigne un petit peu quand même. Hein.
Bonjour, Odal Fouvoun. Bonjour et bon appétit. Les salopards vont dire que les vrais ingénieurs vont manger dans les restos 6 étoiles. Leur part d'ingénieurs déjeunent avec une pomme. La pauvreté de ça. Pendant que les vrais ingénieurs vont manger dans les restos 6 étoiles, voilà ma part de repas de midi. Je souffre, hein. On souffre en France. Ils ont volé nos richesses. Voilà. Partagez les bêtises, les gars. Partagez, partagez. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Alors, bonjour Serge, s'il te plaît, je voudrais que tu me donnes un peu ton avis ton point de vue, pardon, sur cette nomination des Camerounais en France. On a nommé des Camerounais en France? Ah, ça, j'étais pas au courant, hein, les gars. Ah, vous m'informez, là, les mecs. J'étais pas au courant. Moi, je suis coupé du monde, hein. On a nommé qui? Ah, merde, le micro. Je vais peut-être voir si, peut-être en coupant mon casque, ça les pas. Est-ce que là, vous m'entendez correctement? J'ai coupé mon casque, logiquement, ça réduit l'impact du vent. Donc, est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est ça, c'est bien. Je vois les cœurs qui montent. Allez, partagez les bêtises. Mettez les cœurs, partagez, partagez, les gars. Partagez. Voilà. Autant que je finisse ma pomme. Vous m'entendez correctement ou pas? Donc, voilà la souffrance. Les vrais ingénieurs, le midi, vont manger dans des grands restos. Et moi, je mange une pomme pour dîner, putain. Je mange une pomme pour dîner. Regardez comment je souffre. C'est le racisme. Tout ça, c'est parce qu'on nous a piqué nos richesses. Ils nous ont volé nos richesses. Je voulais justement qu'on parle de ces richesses. Donc, Dupond-Moretti, c'est un bon avocat. Tout ce que j'ai à dire. Que je voulais que j'en foute. Macron est habitué à nommer n'importe qui ou n'importe quoi. Donc voilà, moi j'avais mes chances d'être ministre dans ce gouvernement-là. Enfin bref. Après, les attaques qui consistent à attaquer Moretti en disant qu'il avait dit qu'il n'aimait pas le poste. C'est la même connerie que vous nous prêtez. Il a dit ça en 2017. Donc il a bien pu se passer plein de choses qui puissent expliquer le pourquoi aujourd'hui il accepte. Mais ça... Ouais, moi, je ne suis pas dans les histoires des débats de « il avait dit » et maintenant il fait. Moi, si j'ai Dupond-Moretti, je vais lui poser la question « qu'est-ce qui a fait que tu changes d'avis ?» Ce sont ces explications qui m'importent. Ce n'est pas le « il disait qu'il n'était pas intéressé, maintenant il a accepté ». Ça, c'est des conneries, dis donc. C'est comme ça que les gens de gauche font en France. Donc, je ne vais pas l'attaquer là-dessus. Moi, j'avais dit que je ne défendrais jamais Paul Biya, non? Maintenant, je suis son meilleur défenseur. Qui défend Paul Biya plus que moi? On peut changer d'avis. On a le droit. Moi-même, j'avais dit que je ne défendais jamais Paul Biya. J'avais dit. Aujourd'hui, qui défend le mieux Paul Biya? Qui est le principal avocat de Franck Biya? C'est moi. J'ai changé d'avis. Mais je ne suis pas contredit. Donc, Dupond-Moretti a dit en 2017, dans un contexte qu'il est le seul à maîtriser, qui n'accepterait jamais un poste de ministre. On est en 2020, mes chers amis, le temps passe. L'espace-temps est dynamique. Dès qu'on dit espace-temps, ça implique dynamique.
Quand on dit statique, c'est espace, point. Il n'y a pas de temps. Dès que vous incluez le temps, ça devient dynamique. Donc, les choses évoluent. Donc, c'est normal si Moretti aujourd'hui, si vous voulez attaquer Moretti, vous pouvez l'attaquer sur le fait qu'il est un piètre, il sera un piètre ministre de la Justice. Par exemple, le gars qui défend les terroristes, ministre de la Justice, oui, moi, ça me pose problème. Voilà où je vais l'attaquer, tiens. Le salopard qui passe le temps à défendre les gros truands. Comment peut-il être ministre de la Justice? La justice, c'est faire régner l'ordre. Or, son travail a été chaque fois de faire acquitter des truands. Donc, comment il peut être ministre de la Justice? Bon, bah, ça se répond. Hein. Il y a une réponse à ça. C'est que quand il est avocat, il est dans un rôle qui est le sien, celui de défendre un client, point barre. Donc, c'est un rôle. Voilà, il y a une réponse à ça, mais je ne sais pas. Il n'est d'ailleurs pas le premier ministre de la Justice. Il n'est d'ailleurs pas le premier. Je ne sais pas si vous m'entendez encore là. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un essaie de m'appeler. Souvent, quand on essaie de m'appeler, là, ça coupe. Ça me coupe le live. Vous m'entendez? Bon, très bien. Donc, on m'entend. Parce que quelqu'un essaie de m'appeler. Je sais que la dernière fois que quelqu'un essaie de m'appeler, on n'entendait plus rien. Vous m'entendez ou pas là? Si vous entendez bombarder les cœurs, partagez. Partagez, partagez. Bon, les gens m'entendent très bien. Merci, Khalifa Junior. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'on peut attaquer Moretti sur beaucoup de choses, mais l'attaquer sur le fait qu'il a dit une chose en 2017 et il dit le contrat, et il fait le contrat en 2020. Bah non, ce n'est pas une contradiction, c'est un changement d'avis. Voilà. Si vous pouvez attaquer quelqu'un, vous confondez ce qui relève du changement d'avis et ce qui relève de la contradiction. C'est qu'on ne sait plus. Hein. On ne sait pas ce qu'on va vous expliquer. Voilà. Donc, c'est surtout d'ailleurs comme ça, vous les Camerounais, vous attaquez les gens avec les mots que vous ne maîtrisez même pas. Il y a par exemple un gars qui va venir dans la même phrase, il me traite de parvenu et d'arriviste. Non, non, les gars. Les Camerounais, dans leur cervelle qui est complètement ébouillantée, c'est-à-dire qu'ils ont une cervelle ébouillantée, ils confondent 3 expressions. Parvenu, arriviste et complexé. On va commencer par ce qui est complexé. Qu'est-ce qu'un complexé? Un complexé, c'est par exemple un animal qui va faire un live pour dire que Serge Anango, il dit qu'il est ingénieur. Hein? Les vrais ingénieurs sont que... Bon, il ne dit pas ce que lui-même il fait. Hein? J'ai des amis qui sont ingénieurs comme lui. Il ne bavarde pas comme lui. Bon, il ne dit pas ce qu'il fait. Ça, c'est un complexé. La définition d'un complexé, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter la supériorité de l'autre. Quand tu es laveur d'assiette, on ne demande pas ton avis. Un ingénieur te dépasse, que tu le veuilles ou non. Et toi-même, tu le sais. C'est pourquoi quand tu attaques l'ingénieur, tu évoques d'autres amis. Tu ne parles pas de toi. Tu n'attaques pas l'ingénieur en disant que moi, laveur d'assiette, voilà mes réalisations qui sont supérieures à celles de l'ingénieur. Tu ne parles pas de toi. Donc, tu es bien conscient que toi, en tant que personne, tu ne représentes rien. Donc, oui. Donc, quand on a un laveur d'assiette qui refuse d'admettre cette vérité essentielle, c'est un complexe. Bon, c'est doublé aussi de la jalousie. Hein. Il y a souvent une relation, il y a souvent une voie parallèle entre la jalousie et le complexe. Parce que le complexe vient d'abord de l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un complexe. Donc le mec qui fait le live, et qui explique que, oh, un ingénieur, il croit qu'il est le plus grand ingénieur du Cameroun. Hein? Moi, je connais un ami en Allemagne qui est ingénieur. Lui, il gagne 7 000 €. On ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Bon, bah, ça, c'est un complexe. Ça, c'est le complexe. Il y a la jalousie dedans, mais à la base, c'est du complexe. Parce que tu refuses d'admettre que la personne te dépasse. Non seulement tu nies sa grandeur, mais comme tu ne peux pas lui opposer ta grandeur à toi, tu évoques quelqu'un qui correspond peut-être plus à tes attentes. D'ailleurs, quelqu'un que tu as inventé, parce que j'ai du mal à croire qu'un laveur d'assiette qui gagne 1 200 € est ce genre, est des amis qui gagnent 7 000. Donc déjà, ça c'est un problème. Deuxième chose qui est très importante, un arriviste. Un arriviste, c'est quelqu'un qui est prêt à réussir à tout prix. C'est-à-dire qu'il vendrait même sa propre mère. Par exemple, quand vous êtes un arriviste, c'est quelqu'un qui, parce qu'il chasse Paul Biya, est prêt à expliquer que le viol, c'est rien. C'est-à-dire que non, parce que je vais chasser Paul Biya, parce que je vais être général, je vais être celui qu'on voit devant pour dire que je suis le principal opposant à Paul Biya. Si une affaire de viol est capable de venir perturber cette trajectoire-là, eh bien l'affaire du viol, on enterre les bêtises. Si Serge Anango est honnête et que ses dénonciations sont justifiées, mais que ça va m'empêcher moi d'avoir la lumière en tant que principal opposant de Paul Biya, eh bien on doit tuer Serge Anango.
C'est ça un arriviste. Un arriviste, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, y compris vendre son âme. Voilà. Donc un arriviste, en général, n'a pas encore réussi. Mais c'est simplement quelqu'un qui, pour réussir, serait prêt même à tuer pour y arriver. Ça, c'est un arriviste. Vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec le complexé. Hein. Le complexé, il n'y a rien à voir. Le seul point commun, c'est qu'un complexé tuerait la personne contre qui il est complexé, mais ça ne va pas forcément garantir sa réussite. Donc, vous voyez, il n'y a pas un lien entre les deux. Donc, il y a déjà arriviste et complexé, vous voyez, ça n'a rien à voir. Enfin, à part le fait qu'il y a quelqu'un qui, voilà, c'est à part l'esprit maléfique des personnes qui transportent ces vices-là. Ça, c'est un arriviste. Donc, quelqu'un qui est prêt, je ne sais pas moi, à voler ton stylo pour que tu composes mal. Ça, c'est un arriviste. C'est-à-dire que comme vous êtes tous les deux, vous présentez un concours, il apprend qu'on a lancé le concours. Il sait que tu es meilleur élève que lui. Il ne t'informe pas, il va se présenter au concours seul sans te dire. C'est donc un arriviste. Un arriviste, c'est quelqu'un qui, s'il a une connaissance, dont il sait qu'en partageant, ça peut permettre à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes, parfois d'atteindre leur niveau, et qu'il la garde pour soi-même, c'est un arriviste. Donc un arriviste, par exemple, n'aurait pas fait venir Platini si j'étais arriviste. Si j'étais arriviste, je n'aurais pas aidé mon petit frère à venir. Je n'aurais jamais souhaité qu'il me dépasse. Hein, voyez, si j'étais arriviste, j'aurais mal vécu. J'aurais plutôt essayé d'empêcher Stella d'éclore en France, par exemple. C'est-à-dire que l'empêcher d'évoluer, l'empêcher de trouver des opportunités. Donc voilà, si c'était le cas. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils aillent bien plus loin que moi. Donc, je ne suis pas un arriviste. Un arriviste, c'est donc quelqu'un qui a du mal à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, Stella a bien plus de chances d'aller beaucoup plus loin que moi. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Mais je n'ai pas de problème. J'en suis plutôt heureux. Vous voyez, un arriviste, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, ne l'aurait jamais fait venir en France, en sachant que non, la fille, elle est très bonne au Cameroun. Si je la fais venir en France, elle peut aller plus loin que moi et ça me pose problème. Ben non, je la maintiens au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça un arriviste. Maintenant, un parvenu, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je ne suis pas arriviste, je ne suis pas un complexé. Quand, par exemple, je reconnais que le watt me dépasse, ce n'est pas un complexe. C'est l'inverse qui est un complexe. C'est l'inverse, c'est vivre dans ton village où tu utilises encore la pierre écrasée pour les condiments, en fumant une pipe, tu ouvres ta gueule pour dire le blanc me dépasse avec quoi? Ça, c'est un complexé. C'est ça, un complexé. C'est le voyou qui vit, qui est entouré de tout ce que le watt a créé, qui utilise la voiture du watt, qui utilise le téléphone du watt pour appeler ses enfants pour prendre des nouvelles, qui regarde la télé conçue par le watt, toutes ces choses-là, et tout en écrasant son condiment sur la pierre écrasée, en pilant son tarot sur un mortier qui n'a jamais évolué depuis 6000 ans. C'est-à-dire que le design du mortier, c'est le même que lors de la préhistoire. Au jour d'aujourd'hui, vous arrivez simplement à le fabriquer plus simple. Vous arrivez à le fabriquer plus simplement aujourd'hui grâce aux outils du watt. C'est les outils du watt qui vous permettent de façonner votre mortier, vos pierres écrasées. Mais ça n'a pas évolué. Le design, il est le même depuis 2000 ans, depuis la préhistoire. Le cerveau du noir est statique, il n'est pas dynamique. Voilà pourquoi le noir, il voit la contradiction là où on change d'avis. Parce que son cerveau est statique. Il n'évolue pas. Il n'évolue pas. Son cerveau, c'est statique. Il n'y a pas la notion de temps. C'est pour ça que tu dis une chose aujourd'hui, plus tard, tu dis le contraire, il dit tu t'es contredit. Parce que pour lui, c'est comme si tu avais dit en même temps. À partir du moment où il n'y a pas de notion de temps. Mais pour lui, c'est comme si c'est pareil. Voilà. Donc, la pierre à écraser qui a plus de 6000 ans d'âge au Cameroun a le même design que depuis le jour où quelqu'un a eu l'idée. Hein, depuis l'homme de la pierre polie, hein, quand ils ont commencé à utiliser les pierres pour écraser les condiments, c'est le même design. Regardez les moulinex. Regardez les machines à écraser le couscous. Le design a évolué depuis 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis qu'on a trouvé depuis si vous regardez le premier moulin à la découverte de l'électricité jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir les transformations de ouf. Au jour d'aujourd'hui, c'est même tactile maintenant. Tu arrives comme ça, c'est tactile. C'est connecté au Wi-Fi. Tu peux lancer même ton moulin depuis le boulot, connecté à Internet. Vous avez encore la pierre écrasée. Va me conserver, je ne sais pas moi, va me commander la pierre écrasée. Hein? Mais j'ai envie de dire aux gens qui me disent que quand j'ai dit que le noir a un cerveau statique, je vais vous dire une chose tout de suite. Hein. Si pour admettre que vous êtes des idiots, vous avez besoin que je m'inclue dans votre groupe, je veux bien, mais à condition que vous preniez les mêmes actions que moi. Parce que l'idée, ce n'est pas de te rassurer en disant que, comme Serge Anango est noir, donc lui aussi s'insulte. Mais non, c'est ça la différence entre vous et moi, c'est que je suis conscient de cela et j'essaie de sortir. Il y a un très beau texte que Stella a écrit ce matin, Le mythe de l'homme de la caverne. Allez le lire, ou venez, on en reparle. Ce texte, il est partagé sur ma page. Allez le lire, ou venez, on en reparle. Le genre de texte que vous n'aimez pas lire. Quand c'est un texte des chialeries, des pleurs, de la honte, on vous voit.
Mais quand c'est un texte pour vous répondre, pour vous faire réfléchir, on ne vous voit pas. Allez lire le mythe de la caverne. Si vous avez besoin pour accepter que vous êtes un idiot, de m'inclure dans votre groupe, de dire toi aussi tu es un idiot, ben c'est bien. Sauf que faites donc comme moi. Prenez donc conscience et sortez-en. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que tu considères que moi aussi je suis idiot. Hein. La différence entre toi et moi, c'est que mon cerveau n'est pas statique. Par exemple, je défendais Camto, non. Maintenant, je défends Paul Biya. Donc, j'ai évolué dans le temps. Toi, tu as commencé avec Camto. Même s'il se chie dessus, se pisse dessus, il soutient les terroristes, tu vas simplement dire Camto dit va, je vais. Il n'y a pas de notion de temps chez toi. Rien n'évolue chez toi. Essaye d'aller me commander le mortier pour piler le tarot là par le wifi, on voit. Mais ça, vous avez tous ce wifi au Cameroun, non? Fais ton tarot piler. Moi, je vais vous dire, ma femme peut sortir le matin. Elle met tous ses trucs dans le thermomix, elle va au boulot. À 11h40, avant de rentrer à la maison, elle appuie sur un bouton. Quelqu'un qui dit trip tous les jours là, tu es obligé de venir tous les jours. Connard, je t'ai invité. Abruti. Vous avez les premiers à dire qu'il n'y a que 60 personnes qui regardent. Et alors, dégagez. Quand ça devient très intelligent, moins vous êtes là, vous avez remarqué que moins vous êtes présent sur mon direct, moi je suis déconcentré, donc plus je déroule. C'est pas grave. Donc il y a des personnes qui en tirent du plaisir. Donc c'est pour vous dire que si vous ne vous trouvez pas vos intérêts, dégagez s'il vous plaît. S'il reste même que 15 personnes, ça ne me dérange pas. Quand je fais des lives ici sur Fleur de Lille, vous êtes 900. Si j'ai fait un direct là pour dire je vais tailler en pièces Fleur de Lille, vous allez être 900. Je sais comment faire pour vous attirer. Moi, je n'ai pas de problème. Si je vous veux là 900 ce soir, je fais un direct, j'ai dit je vais tailler en pièces Fleur de Lille, vous serez là 900. J'ai déjà fait un direct ici là. J'ai dit, les gens sont venus dire oh tu aimes le Congo-Ça. J'ai dit que celui qui n'aime pas le Congo-Ça quitte. Vous étiez 900. J'ai dit que si vous quittez tout le direct là, jusqu'à ce qu'il y ait 0 personne, je quitte Facebook. Au lieu de ça, le nombre me faisait commenter 1200, 1300, 1400. On a fini le direct avec 1800 personnes. Je sais ce qui vous intéresse. Si je voulais vous attirer en masse, je saurais quoi faire. Mais vous voyez, je ne suis pas un arriviste. Je ne vais pas compromettre mon intégrité parce que je veux vous attirer. C'est ça la différence. Un arriviste sait comment vous attirer, même en vendant son âme. Des gens qui disent qu'ils vendraient pour les vues. Ben non, je sais quoi faire. Je vous dis, j'ai fait un direct là. J'ai dit ce soir, je vais tailler en pièces Fleur de Lille. Vous serez là 1500. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça a toujours marché. Ça a marché à tous les coups. Ça a marché à tous les coups. Si je dis là ce soir, fais un live spécial Chier Kaka Maurice Kamto, vous allez être là 850. Mais quand vous arrivez sur un direct comme ça où je suis en train de raisonner, vous vous ennuyez, vous repartez. Il y en a plein là, c'est du turnover. Hein. À la fin de mon live, je peux savoir combien de personnes différentes se sont connectées. Mais simplement, ils ne restent pas. Ils arrivent, ils voient que c'est trop sérieux, ils se barrent. Tout à l'heure avant, j'ai publié une vidéo sur l'écologie. La planète. En moyenne, il y avait 10 personnes qui regardaient. Mais je peux vous garantir que 1000 personnes se sont défilées sur ce live-là. Ils sont arrivés, c'était sérieux, ils sont barrés. Il y avait une moyenne de 10 personnes en présence. Mais il y a au moins 1500 personnes qui sont passées sur ce live-là et qui se sont barrés. Ils ne sont pas restés plus d'une minute. Ils ont vu, ah, c'est un live sérieux, c'est une vitesse. Ils se sont barrés. Donc, on sait quoi faire pour vous attirer. Quand on venait sur le Japap, vous venez dire qu'il n'y a que le Japap qu'on sait faire. Quand on vous donne des choses qui peuvent vous éduquer, on ne vous voit pas. Donc, ce soir, je vais parler des richesses, de la notion de richesse, mais ça sera sur YouTube. Maintenant, là, quand je vais vouloir être sérieux, je vais être sur YouTube. Quand je vais vouloir vous emmerder, je viens sur Facebook. Quand je vais être sérieux et je ne veux pas qu'on me casse les couilles, je reste sur YouTube. Comme hier, petit comité, 30 personnes, c'est sérieux, pas d'insultes. Voilà, hier, vous voyez, moi j'ai fait un live sur YouTube, je n'ai insulté personne. On m'a même demandé de dire Bidjon Bibot, j'avais même pas le courage de le dire tellement tout le monde s'était bien comporté. J'avais même pas matière, même pour blaguer, de dire ça. Vous voyez, quand les gens se comportent bien, il n'y a pas matière à dire n'importe quoi. C'est à cause de vous que je suis grossier dans mes directs. Quand les gens viennent, ils sont respectueux. Les gens posaient des questions, je répondais. Donc ce soir, je veux un direct dans ce sens-là. Ceux qui ont vraiment des questions sur ce qu'on appelle notion de richesse, sur pourquoi l'Afrique est derrière. À un moment donné, je veux finir aussi par devenir coach et vous allez payer pour m'écouter. Là, j'ai donné suffisamment mes services gratuits. J'ai ma belle-sœur qui m'a appelé, là, qui a dit non, Serge, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, on voit des gens qui sont bien 3 fois plus cons que toi aujourd'hui, qui se font 12 000 € simplement en coach. Moi, j'ai coaché beaucoup de personnes qui sont des gens aujourd'hui qui ne me remercient pas. Mais ça ne me dérange pas. Des gens même qui sont allés plus loin que moi. Ils m'ont dit, bah voilà, donc ma belle-sœur me dit, attends, c'est bon, tu as donné ton sacerdoce toute ta vie, c'est bon. À un moment donné, vous allez devoir payer pour m'écouter. Vous allez devoir payer pour m'écouter, moi je vous le dis. Et il y a une personne qui m'avait dit ça à une époque. Je n'ai pas pris au sérieux. Nathalie Koua m'a dit en 2014 que Serge, tu as du potentiel, crée une agence de communication, une agence de coaching. Tu vas te faire de l'argent. 6 ans plus tard, je n'ai même pas mis son idée en pratique. Il y a des gens qui me le disent tout le temps. Donc je caresse l'idée. Je caresse l'idée. Voilà. Donc je reviens aux définitions que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc il y a la première définition. Évidemment,
on a le complexé. Donc, j'ai défini ce que c'est que le complexé. Il suffit de regarder, par exemple, Bertie le Kamite, c'est un très bon complexé. Maintenant, un arriviste, c'est quoi? Il suffit de regarder Sandy Boston, c'est une très bonne arriviste. Il suffit de regarder la vendeuse de robes qu'on appelle Mafeu, ça, c'est des arrivistes. Des gens prêts à vendre leurs âmes parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Elle veut vendre des robes. Elle sait que ces robes-là sont plus sujettes à être achetées par des raclures femelles de la basse. Elle sait donc que ces raclures femelles de la basse détestent Serge Anango. Pour rien, elle-même, elle le sait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met aussi à chaparder Serge Anango pour plaire à ces gens-là. Ça, c'est de l'arrivisme. Maintenant, un parvenu, c'est quoi, mes chers amis? Un parvenu, c'est quelqu'un qui a réussi hein, à la base. Hein. Dans la notion de parvenu, il faut bien intégrer que ce n'est pas un raté. Donc, quand vous traitez quelqu'un, donc le terme parvenu, même déjà les abrutis le savent. On n'a jamais traité Béatrice Camille de parvenu, ni Marx de parvenu. En fait, c'est une insulte pour nobles, comme nous. En fait, le parvenu, c'est simplement celui, le Camerounais qui a été traité de parvenu, c'est il est en train de dire que, gars, tu as réussi, mais gars, cache même, non, dis donc, tu m'énerves. On sait que tu as réussi, c'est bon, cache-toi, cache-toi. Cache-toi pour que je ne me sente pas ridicule. Parce que la réalité, c'est que le parvenu, c'est quoi? Dans la vraie définition, pas dans la définition camerounaise. Hein, parce que la définition parvenue à la camerounaise, c'est le vantard, c'est celui qui expose trop sa réussite. Mais non, ça n'a rien à voir. Un parvenu, c'est simplement quelqu'un qui a changé de milieu social. C'est-à-dire qu'il s'est élevé au-delà de ses origines sociales, mais qui n'a pas encore intégré les codes de son nouveau monde. Par exemple, c'est quelqu'un qui est parti, qui vivait à la carrière, où il mangeait le taro, je ne sais pas moi, où il mangeait le plantain brûlé, voilà, fait au bois, qui devient riche et qui pourrait faire la même chose au four, qui continue de le faire au bois, parce qu'on lui a dit que c'est comme ça. C'est un parvenu. Donc un parvenu, c'est simplement quelqu'un qui a réussi, mais qui n'a pas le reflet de la réussite sur lui. C'est tout. Mais c'est d'abord quelqu'un qui a réussi. C'est pour dire qu'il vaut mieux être un parvenu qu'un raté, les mecs. Donc vous voyez que parvenu, ça n'a rien à voir avec arriviste. Et arriviste, ça n'a rien à voir avec complexé. Ces trois définitions sont complètement différentes. Quand moi, je reconnais la grandeur du Watt, on me traite de complexé. Ben non, c'est l'inverse. C'est l'humilité en général. Parce que je sais vous expliquer pourquoi je pense qu'il me dépasse. Si je vous dis que quelqu'un vous dépasse, vous n'êtes pas capable. Par exemple, quand vous dites que le prêtre vous dépasse, vous savez dire en quoi il vous dépasse? Simplement parce qu'il parle à Dieu. Ben non, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est de la connerie. Si je viens vous dire que quelqu'un me dépasse simplement parce que je lui voue, je ne sais pas moi, une idolâtrie, j'ai envie de dire religieuse, c'est débile. Mais si moi je vous dis le Watt dépasse le noir, je sais vous dire à quel niveau il dépasse le noir. Donc j'ai des arguments pour ça, donc on ne peut pas me qualifier de parvenu. C'est juste de l'humilité et de reconnaître quand quelqu'un te dépasse. Quand quelqu'un te dépasse, tu le reconnais, c'est tout. Mais quand quelqu'un ne te dépasse pas, je ne vais pas reconnaître que Niamsi me passe alors que Niamsi c'est une raclure. Niamsi Cameroun ou Franklin, c'est un connard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une giclure. Hein, je ne vais pas reconnaître que Maurice Kamto, c'est un grand homme politique alors que c'est un chieur. Hein? Le chieur de Baham ne connaît rien en politique. Le chieur de Baham ne sait pas manager une équipe. Le chieur de Baham, le pisseur, hein, le pisseur de Santa Barbara, il ne sait pas gérer les hommes. Il ne sait pas développer des stratégies. Vous voyez? Donc j'ai des raisons pour lesquelles je peux dire qu'il est nul ce monsieur. À partir du moment où j'ai ces raisons objectives, parce que la vérité c'est que il est nul. Ça fait 2 ans que soi-disant il se bat. Quel résultat? Il a retourné tous les Camerounais contre lui. Les Camerounais qui avaient de la sympathie pour aujourd'hui le vomissent. On pisse sur lui, c'est-à-dire qu'après avoir pissé dans sa culotte et chié dans son pantalon, les gens lui pissent dessus et lui chient dans la gueule. Voilà. Donc c'est le pisseur, quoi. C'est le pisseur et le chieur. Le pisseur de Santa Barbara et le chieur de Baham. Voilà. Donc je peux expliquer pourquoi il est nul. Maintenant, si on me demande pourquoi vous aimez Paul-Éric Ngué, je peux donner des arguments objectifs sur pourquoi j'adore Paul-Éric Ngué. Voilà par exemple un homme qui se lève aujourd'hui contre l'administration camerounaise pour les intérêts de sa ville, pour les intérêts de ses administrés, pour les intérêts des gens qui ont voté pour lui. Vous voyez, ce n'est pas un vendu ce monsieur. Vous l'avez qualifié de vendu parce qu'il a changé de ligne vis-à-vis de Maurice Kamto. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un vendu. Il a été élu par les gars des populations de Njombe Pedja. Il est prêt à aller en prison pour eux. C'est un homme digne. C'est un homme digne. C'est un homme de parole. C'est un homme de principe. Paul-Éric Ngué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez les notions qui sont quand même assez alambiquées dans votre cerveau. Hein, vous confondez un coup complexe. En fait, c'est comme si une randomisation. Vous avez les 3 mots dans votre cerveau. Et hop, on a attrapé le mot complexé. Voilà, Serge, tu es complexé. Allez, on remet ça dans l'urne. On secoue. Et hop, on attrape un petit mot. Ah, ben, vas-y, Serge, tu es un parvenu. Non, non. Parvenu, oui, je veux bien. Parce que vous voyez, j'ai encore quelques comportements de la carrière. Donc, oui, je suis un parvenu. Parce qu'effectivement, je ne serais pas parvenu si vous voyez, regardez mes collègues. Je vais juste vous montrer mes collègues.
Voilà. Si j'avais commencé à m'habiller comme ça tout le temps, à être sérieux, vous voyez, à traîner, voilà, là peut-être, vous voyez, là peut-être j'aurais été, là je n'aurais pas été un parvenu. J'aurais été quelqu'un qui accepte que oui, voilà. Mais moi j'ai beau être ingénieur, j'ai beau être ce que j'aime, j'aime bien go au boulot en t-shirt parce que je suis à l'aise. On ne me casse pas les couilles, quelqu'un ne m'écoute pas ici parce que je porte le t-shirt. Si je fais une réunion avec mes collègues, qu'il est en costard, cravate et que je dois expliquer quelque chose et qui est vrai, il ne va pas me dire que j'ai tort parce que j'ai le même t-shirt que la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des conneries qui n'existent qu'en noirie. Vous savez ce que c'est la noirie? C'est la partie de l'Afrique noire, là où il y a des chèvres. Donc le noir, d'abord, en lui-même, il est con. Ça, c'est un problème. Mais ça peut le rassurer parce que dans la noirie, là, il y a un peuple encore plus stupide. C'est-à-dire qu'il a la frontière entre ce peuple-là et les animaux, c'est les Bams. C'est-à-dire que la frontière entre les Bams et les rats et les porcs, là, ça ne se voit pas beaucoup, en fait. Quand je vois un Bamileke, la plupart du temps, c'est un porc que je vois devant moi. Est-ce que Takam, c'est un être humain? Takam, c'est un porc. Et tous ceux qui ont défendu Takam, c'est des porcs, c'est des giclus, c'est des pourritures. C'est des gens à vomir. Ce n'est pas des êtres humains, ces gens-là. On ne peut pas défendre tout au nom de la tribu. Même le porc, à un moment donné, ne peut pas défendre notre porc tout simplement parce qu'ils sont porcs ensemble, quoi. On ne peut pas faire ça. Oui, les Noirs sont cons. Les Noirs, c'est des graclus, ils sont bêtes. Mais ils peuvent se rassurer. Parce qu'en Noirie, là-bas, il y a un peuple qui réussit l'exploit d'être encore le plus stupide qui puisse exister. C'est les Bamileke. C'est la pourriture. Un peuple de merde, quoi. Voilà. Un gros peuple de merde. Et si quelqu'un est très énervé, parce que je traite des Bamileke de porc, il n'a qu'à demander un débat, et je suis prêt. Celui qui est très énervé, il n'a qu'à demander un débat, un affrontement, même si c'est le coup de poing. Tu viens à Nantes, tu me dis je suis à Commerce, tu as trop insulté les Bamis, je suis énervé, je vais te naxer. Tu viens. Je vais te tabasser comme le serpent. C'est-à-dire que la rage que j'ai sur les Bams là, mince. J'allais dire te tabasser comme un porc. Non, on ne tape pas le porc. C'est quand même la viande qu'on mange après. Je vais te tabasser comme le serpent, mon type. Moi, je veux simplement que le jour où quelqu'un veut venir bagarrer moi, qui signe la charte, hein, qui ne porte pas plainte. Il signe la charte, qui renonce à porter plainte, quoi qu'il lui arrive. Moi, en tout cas, je ne porterai pas plainte. Je ne porterai pas plainte. Mais je vais te tabasser jusqu'à ce que ta part va venir, man. Celui qui pense que je n'ai que le beb dans la bouche, non. C'est vous qui menacez tous les jours de narc, non. Porte tes pieds, tu arrives à Nantes, tu me dis, je suis encore à la place du commerce, frère. Putain. Le gourdin de ça. Pas la machette qu'à m'a pris. Avec la machette, on te coupe, tu d'ailles directement. Je vais te narquer le gourdin, là, tu vas me supplier de te kill. Tu vas me supplier de te kill. Quand vous croyez que vous êtes sauvage, les couilles molles. Je vous dis depuis là, si quelqu'un veut m'affronter là, en face, virtuellement, vous êtes faible dans le virtuel, vous croyez que dans la vraie vie, vous êtes fort. Celui qui peut défendre, celui qui est très énervé, qui veut défendre les Bamileke, il appelle. Il appelle, il défend les Bamileke, on voit. On voit les arguments. Vous-même, vous n'avez même pas les arguments pour vous défendre. Vous-même, vous n'avez pas les arguments pour vous défendre. Vous ne savez pas vous défendre. Vous êtes simplement là pour venir vous énerver. Pour toi-même. Oh, il s'insulte. Oui, voilà vos arguments. En gros, tu confirmes donc que tu es un porc. Je veux bien que tu confirmes. Je veux bien que pour accepter que tu es un porc, tu me mettes dans ton truc. Moi, je suis Bamileke. Hein. Si le fait de si me mettre dans ton camp te permet d'accepter que tu es un porc, je veux bien être porc comme toi. Maintenant, une fois que toi et moi, on est d'accord qu'on est des porcs, comment on fait donc pour en sortir? La différence, elle est là. C'est que moi, je sors de la porcherie tout de suite. Toi, tu y restes. Toi, tu y restes. C'est ça la différence entre toi et moi. C'est qu'une fois que j'ai constaté qu'on est des porcs, bah moi, je sors de la porcherie. Mais toi, tu continues de dire oh, « Tu nous insultes, mais en restant dans la porcherie. » Mais non, tant que tu es dans la porcherie, je vais te traiter de porc, connard. Tu es un porc. Toi, le Bamileke qui regarde ce direct et qui est en train de t'étrangler derrière ton écran, eh bien, regarde-moi les yeux dans les yeux. Je te regarde les yeux dans les yeux et je te dis ceci. Tu es un porc. Tu es une merde. Tu es une raclure. Tu ne mériterais pas d'exister. Tu pourrais faire du bien à cette nation camerounaise que vous prétendez mettant, raison pour laquelle vous voulez mettre Kamto au pouvoir. Eh bien, vous pouvez rendre service à ce pays. Il suffit pour vous de vous suicider en masse. Vous vous suicidez en masse. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Vous, vous liquidez en masse. Vous liquidez, vous vous entretuez. On n'entend plus parler de vous, vous ne servez à rien. Voilà. Maintenant, j'ai rappelé d'ailleurs ce matin quand je venais au travail,
Je rappelle d'ailleurs ce matin, voilà, regardez les réponses d'un Bamileke Koucheux. Il me dit le gros cul de ta mère. Avec ça, tu espères redorer l'image du Bamileke, tiens. C'est les mêmes qui sont énervés parce que j'ai dit le gros cul de la mère de Paul Biya. Parce que, je ne sais pas, il s'est opéré une transformation énorme là. Hein, ceux qui applaudissent l'ambassade, aujourd'hui retournent ça contre moi en criminalisant l'ambassade. Ceux qui ont défendu Serge Anango en disant qu'il a le droit de dire le cul de la mère de Paul Biya parce qu'il y a des mamans qui meurent au nozo. Au jour d'aujourd'hui, disent que tu ne peux plus mettre Serge Anango, ne peut plus mettre les pieds au Cameroun parce qu'il a insulté au cul de la mère de Paul Biya. Vous êtes tellement faible d'esprit. Et regardez un peuple, vous êtes d'une faiblesse que vous ne vous rendez même pas compte que c'est honteux pour vous d'adopter ces postures-là. Il se trouve que les images de l'ambassade, c'est Serge Anango qui les a filmées, elles sont disponibles sur YouTube. Je vous mets au défi d'aller trouver un endroit où je casse quelque chose. Mais si je suis criminalisable du fait de ma présence à l'ambassade, il ne faudrait pas vous arrêter sur moi. Karine Joufflu-Richard était à l'ambassade. Hein? Le général Robert Wanted était à l'ambassade. On peut en citer quelques-uns comme ça. El Chenou était à l'ambassade. Votre ami Martin Tajo, qui est votre Dieu, il était à l'ambassade. On l'a vu pisser sur la photo de Paul Biya. Et pourtant, ils veulent délivrer le Cameroun. Donc vous êtes en train de reconnaître que... Même moi qui suis repenti, si je n'ai pas de chance d'aller au Cameroun, combien de fois eux? Donc, je précise, voilà, donc une fois cette première introduction faite, parlons de richesse. Je ne vais pas rentrer dans le détail des richesses. Ce matin, j'ai fait un direct, je n'avais pas les chiffres. Je vais vous parler de la production de champagne en France et la production de pétrole. La production mondiale du pétrole, c'est 1100 barils par seconde. La production du champagne en France, c'est 120 litres par seconde. Je recommence. La production du vin en France, c'est 120 litres par seconde. La production mondiale du baril du pétrole, je dis bien mondial, ça dit toute la planète, hein, c'est 1100 barils par seconde. Le prix du baril est à 42 $. Le prix du litre du champagne, c'est 4 €. La France, grâce à son champagne, produit 480 € par seconde. Le monde entier, grâce à son pétrole, produit 48 000 $, par seconde. Donc environ 40 000 €. 85% de ce pétrole vient de partout ailleurs. 85% vient de quelques 10 pays. Hein. 85% c'est 10 pays. Parmi lesquels la Norvège, puisqu'il y a le pétrole en Europe. Hein. Je ne sais pas si les Africains le savent. La Norvège produit plus de pétrole que l'Angola. Hein, plus de pétrole que l'Angola, le Gabon et le Nigeria. Hein. Mais vous voyez simplement là-bas chez eux, on n'entend pas qu'il y a des guerres pour le pétrole. Non, je tiens à vous rappeler cela. Peut-être vous ne savez pas. Oublions la Russie. La Norvège produit plus de pétrole que le Nigeria. La Norvège produit plus de pétrole que l'Angola. Mais on n'entend pas qu'il y a des guerres là-bas. Hein? En Afrique, dès que les gens trouvent le pétrole, c'est synonyme de guerre. Regardez la guerre du Kivu. Tout ça, c'est pour le contrôle de l'or, du diamant qu'il y a dans les mines là-bas. Eh bien, s'il y avait une guerre, s'il y avait le pétrole, si l'État camerounais n'était pas assez fort, c'est que le petit Mingiri pétrole là, qui est au sud-ouest du Cameroun occasionnerait des guerres sanglantes dont vous n'avez même pas idée. Donc, remercions notre Père qui a tout dit. Parce qu'on ne veut pas qu'il aille aux cieux tout de suite. Notre Père qui a tout dit. Parce qu'il a quand même réussi. Regardez le Congo. Ils ont des richesses avec des guerres là-bas, pas possible. Parce qu'ils n'arrivent pas à stabiliser les choses. En Angola, c'est pareil. Le pétrole qu'il y a eu en Angola a causé beaucoup de morts. Le pétrole qu'il y a au Nigeria a causé beaucoup de guerres, causé beaucoup de morts. La guerre du Biafra, la guerre de... plein de choses. Donc, on remercie notre Père qui a tout dit. Parce que les richesses qu'il y a au Cameroun, même si vous ne voyez pas directement la couleur, je dis bien pas directement, c'est indirect que vous voyez la couleur. On ne partage pas l'argent. Même si vous ne voyez pas directement la couleur, au moins ça n'occasionne pas de guerre chez vous. Parce qu'en général, en Afrique, richesse ne rime pas avec bonheur. Ça ne rime pas avec bonheur. Donc c'est une bonne chose, déjà. Vous pouvez remercier votre président de la République. Parce qu'il permet de maintenir une certaine cohésion.
Bon, ça, une fois, mon petit élan d'Atalakou fait. Parce que vous savez que j'ai peur. Hein, j'essaie de négocier mon retour au Cameroun. Donc, vous voyez, parce que dès que je dis un truc bien, donc j'essaie de négocier mon retour au Cameroun. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Ou alors, je cherche un poste ministériel. Bref, tous les soupçons que vous allez me prêter, ça, c'est pas grave, ça. Mais c'est la réalité déjà. Donc, ça veut dire que ça veut dire en fait que 35 000 $ par seconde de barils produits concerne les 10 premiers pays, dont le Venezuela, le Canada, l'Iran, l'Irak et ces choses-là. Il reste donc 15% à partager sur tout le reste de la planète. Les 15%, ça correspond à peu près à 5 000 $ par seconde. Vous divisez ça par le nombre le reste des pays producteurs de pétrole, les tout petits mingiri producteurs là, ils sont à peu près une trentaine. 5 000 $, ça fait quoi, 150? Ça fait 150 $ par seconde. On arrive à quel niveau? Que les pays de l'Afrique ont une production de pétrole à peu près de 150 $ par seconde, quand la France, avec son champagne, gagne 480 € par seconde. Qui pâche qui? Qui pâche qui? Le monde entier pourrait bien vivre sans votre pétrole d'Afrique, mais vous êtes les plus gros chialeurs. Vous êtes les plus gros chialeurs. Ils ont volé nos richesses. On n'en avait pas marre de chialer, les gars. On n'en avait pas marre de chialer. Allez souvent regarder un peu sur Internet les prix les pays producteurs de pétrole. Et si on commence à intégrer l'uranium, quand on veut comparer toutes ressources énergétiques confondues, on la transforme en tonnes d'équivalent pétrole. Je crois que l'uranium a un chiffre en tonnes d'équivalent pétrole et tout. Donc un pays qui produit l'uranium est comme un pays qui produit du pétrole, un équivalent du pétrole. On parle de TEP, hein, tonnes d'équivalence pétrole. Vous pouvez même rajouter toutes ces richesses-là. Il existe des statistiques qui sont fiables, qui vous permettent de comprendre que vous êtes ceux qui apportent le moins au monde, mais vous êtes les plus gros chialeurs. Les Blancs, en fait, quand ils vous laissent pleurer chez eux, c'est parce que plus vous pleurez, moins vous vous réveillez. Et moins vous vous réveillez, plus ils vous dominent. Ce n'est pas par faiblesse hein, qu'ils vous laissent pleurer chez eux. C'est pour ça que nous autres, là, en fait, on nuit. Les seules personnes en France qui veulent le bien de l'Afrique, c'est l'extrême droite. Vous allez être surpris. C'est l'extrême droite. C'est les gars comme Le Pen. C'est eux qui veulent le bien du Cameroun. C'est eux qui veulent le bien de l'Afrique. Parce qu'ils vous disent à chaque fois, rentrez, développez votre pays. On est prêt à venir vous accompagner sur place à développer votre pays. La France ne veut pas ça. Les gars de gauche n'aiment pas. Donc la France, la plupart des gens, la gauche, la droite, comme ils ont une politique minable, ils aiment bien la masquer avec une politique, avec une politique humanitaire soi-disant qui permet de ne pas affronter les limites de leur politique. Ils sont nuls, les gens de la gauche. C'est pour ça qu'ils aiment quand vous êtes des chialeurs, parce qu'ils vous utilisent comme faire valoir. Ah ben non, on est des êtres humains, on est humains, l'Afrique a besoin, machin. En fait, les gens de gauche traitent les Africains comme les petits gens qui n'ont pas encore assez de maturité, quoi. Quand nous autres, on vient vous dire que non, la maturité, ça s'acquiert, n'attendez pas qu'on vous la donne. Et là-dessus, Kémy Séba a raison, même s'il est un peu con, quand ils disent que si on les piétine, ils peuvent arracher le pied. Le noir peut attaquer le blanc à comment, mon frère? Vous avez quelle arme? Vous avez l'arme nucléaire? La Russie, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre s'énervent, on raye l'Afrique de la carte. Sans perdre la moindre virgule. Je recommence. Hein. La Russie, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, les 5 pays là que vous voyez là, on oublie même la Chine. Ils se vexent, ils rayent l'Afrique. Vous allez réagir quoi? Vous lancez le ndomondom. Tu vas prendre un ndomondom comme ça depuis Bacham. Tu vas dire, hein, sale blanc, va. Mouf. Vous faites comme si vous avez un quelconque pouvoir. Non, mais l'Allemagne n'a pas d'arme nucléaire. Mais l'Allemagne a l'armée. L'Allemagne n'a pas d'arme nucléaire, je le sais. Mais je vous dis, ils peuvent rayer. Ils peuvent rayer. Est-ce que l'Allemagne n'a pas d'arme nucléaire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en fabriquer? S'ils entrent en laboratoire là maintenant, c'est un choix délibéré de ne pas l'avoir, mais ils ont la technologie pour l'avoir. Qu'est-ce que tu racontes à Yom Zambo? J'ai travaillé dans le nucléaire avec les Allemands. Ils n'ont pas l'arme nucléaire parce que c'est un choix de ne pas avoir l'arme nucléaire. Mais les Allemands, s'ils veulent se doter de l'arme nucléaire, ils rentrent au laboratoire, là, en 10 minutes, ils te sortent l'arme nucléaire. Deutsche Qualität. Ça va être la marque allemande. Ça va même dépasser celle des Français qui ont l'arme nucléaire depuis toujours. C'est ça, les Allemands. Donc
Donc, on imagine en fait que ces chialeurs en France, ils ont l'impression qu'ils ont tordu le bras du blanc, le blanc les a cédé quelque chose. Ouais, les pauvres, vous pouvez faire quoi? Quand vous voyez parfois les gars comme les États-Unis et les Français perdre des hommes au combat, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rayer la carte. Ils ne peuvent pas rayer les gens de la carte. Donc, ils sont obligés de cibler. Et en ciblant, tu prends les risques et tu t'exposes. Mais je vous dis que les 5 pays là s'énervent, on raye l'Afrique de la carte. Le seul pays là-bas en Afrique qui peut même résister, c'est l'Égypte. Le seul pays là qui peut résister un peu, c'est l'Égypte. Le reste, selon vous, raye les bêtises de la carte. Vous allez faire quoi? On va voir un Berthier Camille dans son village qui va prendre son domo-domo. Il va dire, hein, les Blancs là, vous venez piller nos richesses. Hein. Vous fabriquez les balles de flingue. Ils arrêtent d'approvisionner vos armes. Vous serez tout de suite en pénurie. Vous n'avez pas des lance-roquettes. On repère juste les endroits où vos armes sont stockées, on expose des bêtises. C'est comme ça qu'on a fini avec Kadhafi. Sarkozy a fini avec Kadhafi sans mettre le pied au sol. Hein. Juste avec les avions en l'air. Les États-Unis repéraient les points stratégiques avec des drones et Sarkozy envoyait les chasseurs bombarder les bêtises. Sarkozy a fini avec Kadhafi sans perdre le moindre militaire. Bon, Ayob, je suis obligé de te bloquer. Tu as dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Oui, ils n'ont pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'en fabriquer, connard? C'est ce que je te dis. Je te dis que s'ils veulent se doter de l'arme nucléaire, ils peuvent se doter. Si l'Allemagne fabrique l'arme nucléaire et décide de ne pas respecter ce traité-là, tu vas faire quoi? Voilà Kim Jong-un là-bas qui ne respecte pas. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? La Corée du Nord a l'arme nucléaire dont les Allemands ne pourraient pas en avoir. Je suis en train de parler d'aptitude, abruti. C'est ce que quelqu'un me dit si tu ne connais pas un sujet. Tu es en train de me parler de quelle histoire? Je ne suis pas là dans les histoires de traités. Je dis, l'Allemagne, le Cameroun, même si elle voulait l'arme nucléaire, ne peut pas s'en doter. Même si on autorise au Cameroun à se doter de l'arme nucléaire, ils vont l'avoir comment? On autorise les Bamileke de l'Ouest. On vous dit, vous les Bamileke là, les Baham là, on vous donne le droit de fabriquer l'arme nucléaire pour chasser Paul Biya avec. Ils vont commencer par où? C'est de ça qu'il est question, abruti. Vous ne comprenez même pas, les gens voulaient les contredire. Je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit qu'ils ont. Je n'ai pas dit que les Allemands l'ont. Mais les Allemands, ils ont la possibilité de l'avoir. Est-ce que je t'ai dit qu'ils vont l'avoir légalement? Je t'ai dit qu'ils ont la technologie. Ils savent faire une arme nucléaire. C'est ce que je veux dire. Ils savent faire l'arme nucléaire. Oui, ils n'ont peut-être pas le droit de l'avoir. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle de l'aptitude à l'avoir. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. Est-ce qu'elle a le droit de l'avoir? Bah non, mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Si on commence à être en guerre là, et que la France veut que l'Allemagne soit alliée, et que la Russie veut que l'Allemagne soit alliée, que les États-Unis veulent que l'Allemagne soit alliée, si tous ces gars-là disent non, non, Allemagne, fabrique-toi l'arme, fabrique l'arme là, tu viens, on va liquider l'Afrique. Mais ils n'ont plus de compte à rendre à qui? Vous croyez que l'Allemagne va arrêter de fabriquer l'arme parce qu'elle va dire non, j'attends d'abord de savoir ce que la Guinée équatoriale pense, puisqu'il y a quand même un traité. Donc, Ayob Zambo, quand vous ne comprenez pas, vous êtes où là? Parce que quand vous avez l'impression que je me suis planté quelque part, vous êtes trop pressé de prouver que je ne connais pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu vois, tu as une connaissance, mais que tu ne sais pas utiliser. Comme tu connais peut-être qu'il y a eu un traité, en fait, tu voudrais tout faire pour amener le débat sur le traité, alors que ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'aptitude. Je dis maintenant, là, si on prend les Berthier, le Camille, les Marx et les Calibans, on leur dit, bon les gars, allez à Bacham, allez à Baham, vous nous sortez une arme nucléaire, vous dégagez Paul Biya, on vous donne le droit. Est-ce qu'ils ont la technologie pour ça? Non. Maintenant, si on dit à l'Allemagne, aujourd'hui, sortez-moi une arme nucléaire pour après-demain, ils ont la capacité. C'est de ça qu'il est question, connard. Toujours complètement à côté de la plaque. Donc, bloqué, bien sûr. Ça va de soi. Donc vous comprenez en fait que la France gagne plus d'argent avec son champagne produit qu'un pays comme le Nigeria avec son pétrole. Et je ne parle même pas du Cameroun. Parce que si vous regardez la courbe, là, le Cameroun, en fait, c'est plat. Hein. On n'arrive même pas à quantifier la quantité de pétrole du Cameroun. Il y a des pays comme la Norvège qui sont en haut, qui sont loin en haut. Des pays comme la Russie, la Norvège, l'Écosse. Il y a le pétrole en Europe. Mais on vous entend tous les jours chialer, c'est comme s'il n'y avait rien en Europe. Mais le nord, le pôle nord là-bas, le Groenland, il y a des endroits là-bas qui sont inexploités parce qu'on ne veut pas troubler, comment dire, on ne veut pas troubler la nature. C'est-à-dire que les écolos protègent cet endroit-là commun. C'est comme s'ils ont le flingue là-bas que si tu veux commencer à aller creuser là-bas pour mettre le pétrole, tu vas avoir une garçon qui va aller se mettre là-bas à poil, qui va dire que tu vas creuser avec moi. Les pays comme le Groenland, là, le sous-sol est riche, les gars. Le sous-sol est bougrement riche. Il y a des richesses en Europe, les cocos. Il y a des richesses en Europe. Moi, j'ai déjà été consulté pour des projets de pipeline en Écosse. Des projets de pipeline en Norvège. Yamal, par exemple. C'est des projets norvégiens. Ils produisent plus de pétrole que le Nigeria, le Gabon et l'Angola réunis.
Vous êtes où là? Ah, mes richesses. Ah, nos richesses. On a volé nos richesses. Donc, c'était pour vous dire en fait que les vraies richesses, ça ne parle pas. C'est vous qui dépensez des sommes faramineuses. Vous êtes dépendant du champagne de l'Europe parce que vous n'en produisez pas. La France n'est pas dépendante du pétrole de l'Afrique, par exemple. La France n'en est pas dépendante. Elle a la Russie à côté, elle a l'Écosse, elle a la Norvège, elle a les pays du Moyen-Orient. Il y a le Venezuela actuellement qui est dans la merde. Ils ont beaucoup de pétrole à vendre, mais ça ne comble même pas leur dos. Donc si on allait là-bas, on achetait le pétrole comme ça en stock, ils seraient contents que, ouais, pardon. 1 litre d'eau minérale en France coûte plus cher qu'un litre de pétrole. Vous vous rendez compte parfois? Vous entrez dans une boutique là sur une aire d'autoroute, vous faites le plein à l'extérieur. Vous faites le plein à l'extérieur, dans la pompe à essence. Tu payes 1,50 € le litre de diesel. Tu entres dans la boutique qui est dans le marché, la boutique qui est dans l'aire d'autoroute. Tu prends une bouteille d'1,5 litre d'eau minérale. 3 € mon gars. Cette eau là, ça vient de Volvic à côté. Ça vient de Mont là, je ne connais même pas tous ces noms là. Eric éconne la nature. La France a des richesses, mais qui ne sont pas exploitées parce qu'ils n'ont pas... Les lois sont... vous savez qu'en dessous de Paris, vous avez le gaz de schiste là-bas suffisant, en grosse quantité énorme. Est-ce que vous savez ça? Sauf qu'actuellement, la seule façon d'exploiter le gaz de schiste, c'est par fragmentation hydraulique. Ce qui veut dire que oui, vous allez avoir du gaz à gogo, mais la nappe phréatique va être polluée. Et pour l'instant, la loi l'interdit. Ouais, je vous dis, le gaz de schiste, il y en a suffisamment pour produire des voitures qui fonctionnent au gaz et mettre ça là-dedans. C'est comme par exemple quand on vient chercher le bois chez vous, pensez que le Cameroun a plus de bois que la France. Mais détrompez-vous les gars. Allez comparer les bois en termes d'hectares. Vous allez voir que la France se passe au Cameroun de loin. Je dis bien de loin. Effectivement, oui, il y a des gros baobabs dans l'Est. Il y a des gros baobabs là-bas, les gros billes de bois là. Il y en a là-bas en quantité industrielle, c'est vrai. La France n'a pas des gros billes de bois. Mais en matière d'hectares de forêt boisées, la France se passe au Cameroun de loin. J'ai dit bien de loin. Ce n'est pas parce qu'ils viennent chercher le bois chez vous que ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Comme c'est moins cher chez vous, ils viennent chercher chez vous. Votre pétrole est moins cher. Si votre pétrole devient trop cher, ils vont revoir les lois pour dire qu'attendez les mecs, vous qui nous empêchez d'exploiter notre gaz de schiste là, nous on va d'abord exploiter ça en attendant. Cassez-vous, l'économie en dépend. On va dire au diable l'écologie, l'économie d'abord. Et ils vont exploiter leur gaz de schiste. Le bassin parisien, c'est le gaz de schiste à gogo. Il y en a un paquet là-bas, un truc de ouf. Vous en avez quoi à Yaoundé? Mais je vais vous dire, l'Europe, c'est un pays. Donc, si l'Écosse a le pétrole, d'une certaine manière, c'est l'Europe qui gagne. Puisqu'il n'y a pas de taxe entre les pays. C'est un peu comme s'il y avait le pétrole à Boya. Le pétrole qui est à Boya là, est-ce que c'est pour toi le Bamileke qui chiale à Paris, Abdelaziz Moundébert, le Kamit là? Est-ce que le pétrole de Boya, c'est pour vous? Est-ce qu'on a trouvé le pétrole à Bafoussam? Non. Est-ce qu'on a trouvé le pétrole à Fumbaut? Non. Bah voilà. On a trouvé où? À Limbe et à Kribi. Voilà. Est-ce que c'est donc pour toi? Bah non. C'est pas pour toi. Si on raisonne comme toi, l'Écosse, c'est l'Union européenne. Je suis partout en Europe. Je suis partout chez moi en Europe. Mais toi, tu n'es pas partout chez toi au Cameroun déjà pour commencer. Voilà les choses qui vous empêchent d'évoluer. Tu n'es pas déjà partout chez toi. Tu vas aller chez les Bafoussam, là, ils vont te chasser parce que tu es tchang. Tu vas aller chez les Bamou vont te dire sale Bouddha, rentre chez toi. Déjà même chez toi. Mais je ne peux pas aller en Belgique comme me dit sale français, rentre chez toi. Je peux go mais en Belgique, là, j'ai fait le hop-high. Je suis en Europe, je suis chez moi. Le Belge ne peut pas me chasser. Il ne peut pas me dire back en France. De même qu'un Belge qui arrive en France, on ne peut pas lui dire back chez toi. Il est partout chez lui. C'est ça qu'on appelle l'Union européenne, connard. Voilà. Donc, quand vous vous levez le matin pour dire qu'on a pillé vos richesses, regardez ce que vous produisez. Et là, je me suis intéressé qu'au champagne. Hein. La France produit encore des tonnes d'autres choses pour lesquelles elle est championne dans le monde entier. Hein. Je ne vous parle pas du fromage, des choses comme ça. Même les Russes qui ont mis l'embargo sur le fromage français, les gars, les oligarques russes, la riche là, ils viennent pas chercher le fromage français parce que ça n'a pas d'égal. Non, ça n'a pas d'égal. C'est comme le Reggiano italien. Tu ne peux pas avoir du bon Reggiano italien que fabriqué par les Italiens. Un Portugais qui fait du Reggiano, ça ne sera jamais du Reggiano, du Parmigiano Reggiano. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc, c'était l'instant, ils ont volé nos richesses. Volume 2. Hein.
Ils ont volé nos richesses. Volume 2. Oui, vous avez des richesses. Mais comme vous ne savez pas les exploiter et que vous avez encore faim, vous les vendez moins cher. L'Europe vient acheter. Et moi, je vais vous dire une chose. Bah, si moi, ça me coûte 10 € de produire un beignet, et que toi, parce que tu es con, tu le produis parce que tu es pressé, tu rognes sur tes marges, tu me vends le beignet à 9 €, moi, je vais venir acheter chez toi à 9 €. Et j'économise 1 €. Économiser 1 €, c'est en fait ça le principe. Hein. Donc, tout ce qui est utilisé comme appareil pour venir chercher votre pétrole, c'est la conception du watt. Donc, reconnaître que le watt nous dépasse, ce n'est pas une preuve de complexe, c'est une preuve d'humilité. Mais l'humilité, ce n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun. Hein? Ce n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun, l'humilité. C'est la mauvaise foi, c'est le complexe. Tu vas voir un vieillard au village, il utilise le téléphone pour appeler son enfant en bain, pour savoir comment il va, pour lui soutirer l'argent pour Western Union. Mais son tam-tam qu'il utilisait pour communiquer là, ça a une portée de quoi? De 10 mètres. Allez, 1 km. Le tam-tam, ça a une portée d'1 km. En zone silencieuse, acoustique, nulle. Voilà. On peut percer 1 km. Il prend sa pipe, il met dans sa gueule, en écrasant le condiment sur sa pierre, il dit « Mouf, le watt ne me dépasse avec toi. » Le watt me dépasse avec quoi? Maintenant, il te dépasse avec le gros cul de ta mère, connard. Bien. Une fois ceci dit, je ne puis que vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. J'ai réunion à 14 h. Quelle heure il est là? 13 h 19. J'ai réunion à 14 h. Par contre, je peux prendre des questions. S'il y a quelqu'un qui a une question sérieuse, je peux répondre à la question. Si quelqu'un a une question sérieuse. Vous êtes 100, il n'y a que 22 personnes qui ont approuvé cette vidéo. C'est pas normal. Alors les gars, pluie de cœur, je vous ai dit bientôt, vous allez me payer pour m'écouter. Allez écouter les Max pour vous abrutir, c'est votre problème. Le jour où vous allez me dire que vous avez réussi votre vie en écoutant Flore de Lille ou Max, moi, je vais aller les écouter. Vous avez plus de chances de réussir en venant m'écouter moi. Et je vous dis bientôt, vous allez me payer pour m'écouter. Donc, si quelqu'un a une question, eh bien, qu'il me réponde. Sinon, je vous prie de bombarder les cœurs. Hey, apprenez quand vous écoutez du bon sens à l'approuver. Quand vous allez écouter la grosse vache Flore de Lille, quand vous allez écouter le gros lard Max, vous bombardez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Quand vous écoutez du bon sens, parce que la vérité vous énerve, vous êtes d'accord avec moi sur le fond, vous dites oui, le Joe, là, c'est vrai que ce qu'il dit là, ça m'énerve. Hier, j'ai discuté avec un docteur. C'était une conversation très intéressante. C'est un docteur qui travaille sur un sujet qui a un peu un rapport à la diaspora. Il m'appelait pour avoir mon sentiment. Et c'est vrai qu'il dit que il me trouvait très dur, mais en même temps, il trouvait que c'était vrai ce que je disais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vu la vie dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y avait encore ce petit côté orgueilleux en lui, qui lui faisait mal. C'est la vérité ce qu'il dit, ce monsieur. Ça nous humilie, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Donc, si quelqu'un a une question à me poser, moi, je suis tout à fait disponible pour répondre. Hein. Voilà. Donc, il y a Willy Cédric Guéquin, donc un Tchang, qui me demande, comme question très technique, hein, très importante, et toi, le sale gros cul de ta mère et aussi de ta grand-mère. Voilà. Ça, c'est une question très intelligente de la part d'un Bamileke. Voilà donc tout ce que les Bamileke savent produire de la merde. Voilà. On continue. Qui d'autre a posé une question très intéressante? Posez des questions avant que j'arrête. Posez des questions, moi j'arrête donc. Je vous donne 5 minutes pour poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, moi je m'en vais. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Et effectivement, oui, si c'est une question débile, non seulement vous serez humilié, mais je vais vous bloquer. Bonjour Anne-Laure Siakam Wanji. Comment vas-tu? Voilà. Ah voilà, il y a quelqu'un qui me dit, tu as raison sur toute la ligne, pourquoi la France n'est pas à part de l'Afrique? Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. C'est les Africains qui ne veulent pas que la France parte. Mais ça, c'est un discours que vous n'avez pas envie d'entendre. Malheureusement, parce que vous avez vos dogmes dans la tête
qui consiste à expliquer que la richesse de l'Europe, c'est la France. Je vais vous dire une chose. Hein. J'invite souvent, ne restez pas souvent à Paris. Je crois que Stella avait fait un post pour vous expliquer que l'Europe est tellement beau qu'il faut essayer de découvrir. Quand vous allez faire un tour dans un village, on va vous dire que ce village a 600 ans. Vous allez regarder le design, la construction, la capacité, la technologie de ce design, la technologie de ce village. Vous allez comprendre que le pétrole n'a rien apporté à la France. 99% de ce qui est construit en France aujourd'hui l'ont été avant la découverte du pétrole. Quand vous regardez tous les murs Vauban, tous ces remparts-là, vous croyez qu'il y a eu besoin du pétrole pour construire tout ça? Regardez tous ces phares qui sont construits en pleine mer, tous ces grands chalutiers qui étaient construits à l'époque. Il n'y a pas besoin de pétrole. On se déplaçait avec le vent. Pour transporter du mil de la Gironde jusqu'à dans la région des Bouches-du-Rhône, on a créé le canal du Midi. Tout ça pour pouvoir traîner les animaux, pour traîner la marchandise. Un cheval peut transporter 120 fois son poids. Il y a ce qu'on appelle le long de ces rivières, les voies de halage. On appelle ça les voies d'halage. Ça, c'est des choses que Bertie Le Camus ne peut pas vous expliquer parce qu'il ne connaît pas la France. Il ne connaît pas l'histoire de la France. Il ne connaît pas comment ce pays s'est construit. Il ne peut pas vous expliquer. Il y a des voies de halage. Quand vous entendez le canal du Midi ou le canal de Nantes à Brest, vous croyez que c'était pourquoi? C'était pour faire la pirogue. C'était pour transporter des marchandises. C'est pour ça que toutes les grandes villes d'Europe sont conçues le long de la rivière. On nous apprenait quand on était petit que la Sanaga n'est pas navigable à cause des rapides et des chutes. Mais c'est pareil, la Loire n'était pas navigable. Ils ont construit des écluses. Ils ont construit ils ont élargi à certains endroits pour limiter les courants et donc les rapides. Ça permet à la Loire d'être navigable dans quasiment toute sa longueur, avec toutes les écluses. La Seine, c'est pareil. La Seine n'est pas navigable depuis sa source là-bas dans la Marne jusqu'en Normandie où elle se verse dans la Manche. Mais on l'a rendu navigable. Logiquement, s'il est noir avec cette inventivité-là. Et je vous dis, c'est des installations qui sont conçues il y a plus de 800 ans. Il n'y a pas besoin de pétrole pour construire ça. Ils ont construit à la main. La chapelle, la Notre-Dame qui s'est cramée l'autre jour. Vous croyez que ça a été construit avec le pétrole? Toutes les églises qu'il y a dans mon village, l'église de ma commune, il y en a 2 dans ma commune. Tous les 2 ont 600 ans. Il n'y avait pas encore le pétrole à ce moment-là. Vous êtes tout le temps en train de raconter des bêtises. C'est l'Afrique qui maintient la France en Afrique. La France, en fait, la France a simplement besoin de l'Afrique comme influence. Quand la France veut prendre des décisions à l'international, si elle appelle Ouattara pour dire vote dans mon sens, elle appelle Bongo pour dire vote à mon sens, Bongo va voter. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas les richesses. Ce n'est pas les richesses comme vous croyez. Parce que le prix des richesses sont fixés par le marché international. Ce n'est pas le Venezuela qui décide du prix de son pétrole. Voilà qu'il y a plein de pétrole, mais qui aimerait qu'on achète, mais personne n'a envie d'aller acheter là-bas parce que les Arabes sont à côté, c'est plus simple. Même les Américains, ils préfèrent aller acheter ailleurs. Donc il y a Nanou Goulaye qui a comme question, qui es-tu Serge? En fait, je suis le gros cul de ta maman, connasse. Voilà. Et il y a une autre Bamileke qui me dit, ferme ta bouche mouton. Eh bien moi je te dis, dégage de mon poste sale gros porc, retourne dans le gros cul de ta maman, connard. Voilà. Vous voulez être sauvage, on va l'être ensemble. Une deuxième question, c'est, si la France n'avait pas besoin de l'Afrique, pourquoi avoir assassiné Kadhafi? Pourquoi ne laisse-t-il pas le franc CFA? Bien, ça c'est une très bonne question, Paulin. La France n'a pas... Déjà, je corrige une chose. La France n'a pas assassiné Kadhafi. D'accord? La France a fragilisé la force de Kadhafi. Kadhafi a été achevé par sa population. Première chose. Kadhafi est dictateur depuis 1967. Il a été dégagé en 2011. Donc, si la France voulait assassiner Kadhafi parce que Kadhafi menaçait ses intérêts, je crois qu'elle aurait trouvé un prétexte depuis. La réalité de la fin de Kadhafi est bien plus perverse que ça. Kadhafi, ce n'est pas une histoire d'influence. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit. C'est juste une rancune entre Sarkozy et Kadhafi, point barre. Sarkozy voulait la peau de Kadhafi. Je vous dis, vous aimez souvent compliquer les trucs. Kadhafi, mais vous ne connaissez même pas l'histoire de la fin de Kadhafi. C'est Kadhafi qui donne le prétexte pour le liquider. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dictateur qu'on vous liquide. Ah non, il faut un prétexte pour vous liquider. Jusqu'à la dernière minute, il y a un documentaire où vous avez tous les conseillers de la Maison-Blanche. Parce qu'il faut savoir que sur ce point-là, la Maison-Blanche était sceptique. C'est Hillary Clinton qui était l'allié de Sarkozy. C'était Hillary Clinton, son allié. Mais la Maison-Blanche, Obama n'était pas très chaud. Obama n'était pas très chaud. Sarkozy a été forcé. D'abord, je vais vous dire une chose. Hein.
C'est BHL en fait. Le gars là, le philosophe qui a les chemises blanches là. En fait, c'est lui qui a flingué Kadhafi. Parce que c'est lui qui a donné le prétexte à Sarko. Quand il est parti au nord, là, qu'on appelle cette ville du nord là, de la Libye, quand il est parti là-bas s'allier avec les rebelles, et il est venu en France négocier avec Sarkozy pour que Sarkozy les reconnaisse. Quand Sarkozy les a reconnus comme légitimes, c'est là où ça a fragilisé Kadhafi. Et tout le reste n'est qu'une suite logique. Mais ne pensez pas un seul instant qu'on aurait tué Kadhafi. Ça, c'est des ragots. Arrêtez de venir me parler des ragots. Vous aimez trop les ragots. Voilà. Mais justement, la France n'a pas envie que l'Afrique se développe. Pourquoi? Parce que vous passez votre temps à chialer. C'est pour ça que vous entretient dans les pleurs. Mais oui, je suis d'accord avec vous que la France n'a pas envie que vous développez. Ça, c'est clair. Pas par rapport à vos richesses. Mais parce que si vous développez une bonne partie de ces marchés, une bonne partie des marchés des sociétés comme Bouygues et Vinci sont en Afrique centrale, en Afrique francophone, même si les Chinois ont pris une grosse quantité. Il y en a encore. Si vous avez la technologie vous-même pour fabriquer vos stades, il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas se faire du fric. C'est pour ça que quand vous chialez à Paris et ils vous laissent chialer, ce n'est pas parce que vous êtes fort. C'est parce que ça vous maintient dans ce sentiment-là d'infériorité et ça les arrange. En fait, la France n'aime pas les gars comme nous. Benghazi, merci. La France n'aime pas les gars comme nous. Parce qu'en vous disant vos vérités, c'est pour ça que Facebook nous censure. C'est pour ça que toutes les plateformes nous censurent. Parce qu'en disant ces vérités, regardez, Stella est combattue en France par la gauche. Pourtant, ce qu'elle dit est réaliste. Non, le CFA n'apporte rien à la France. Arrêtez de vous raconter des conneries. Macron est parti au Burkina Faso. Il a dit à Kaboré que si tu veux plus être dans le CFA, tu dégages. L'autre jour, Idriss Déby racontait n'importe quoi. Macron l'a appelé pour dire, attendez les mecs, il va falloir apprendre à communiquer à vos populations. Parce que si vous continuez de raconter des bêtises comme ça, on vous laisse. Le Zimbabwe a voulu avoir sa propre monnaie. Au jour d'aujourd'hui, c'est le dollar qui est au Zimbabwe. Le Zaïre a voulu avoir sa propre monnaie. Au jour d'aujourd'hui, c'est le dollar qui est au Zaïre. Le Venezuela, au jour d'aujourd'hui, a sa propre monnaie. Mais Pardon, excusez-moi. Désolé, j'ai reçu un appel. Hein. Donc, Paul Muller, il faudra que tu m'appelles. Paul Muller, il faudra que tu m'appelles pour qu'on organise un débat sur ces sujets-là. Mais sinon, comme je vous ai dit, je vais vous parler de richesse ce soir, mais plutôt sur YouTube. Donc, je serai en direct ce soir sur YouTube. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés sur YouTube, allez vous y abonner. Je serai en direct ce soir sur YouTube. Bonne journée à vous. Ciao.